café, je vous invite quand même dans la salle pour des débats intéressants. Quand même, je vous prie de vous abstenir de prendre le thé ou le café avec vous. Et maintenant, je donne la parole à Mihai Constantin de prendre son rôle. Je vous souhaite plein de succès parce qu'il y a 5 partis européens différents qui vont exprimer probablement 5 opinions différentes au sujet du futur de l'Europe. Je vous remercie. Et maintenant, s'il y a parmi nous Violeta Tomic, nous allons retrouver 6 opinions différentes. Violeta Tomic, si vous êtes là, je vous prie de monter ici. Je vais continuer avec tout ce que vous avez dit dès le début. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous prie de montrer Madame Crețu de doigt. Nous sommes en direct sur le premier canal de la télévision roumaine où je travaille déjà depuis longtemps. C'est un honneur pour moi. Et maintenant, je vous invite de prendre part à des débats très animés. Je vais faire courte présentation de nos invités qui se trouvent ici tout près de moi et je vais dire quelques mots au sujet de chaque groupe parlementaire représenté et puis après, nous allons avoir des débats animés. Je pense que le président du Sénat a soulevé ce problème. Toutes les fois que les élus nationaux n'ont pas d'occasion de discuter l'agenda européen avant. Monsieur Siegfried Mureșan, la porte-parole du PPE, Monsieur Victor Boștinaru, vice-président de l'Alliance des socialistes, Madame Renate Weber, représentant l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, Monsieur Bas Eickhout, vice-président des Verts européens, et puis à la fin, mais pas le dernier, Monsieur Nicolas B, co-président de l'Europe des nations et des libertés et le Spitzenkandidat, le candidat en front de la liste. Avec la participation de tous les invités. Et maintenant, j'invite M. Mureșan à prendre la parole. M. Mureșan représente le Parti populaire européen. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette salle du Parlement européen. Je vous souhaite la bienvenue à Bucarest. Je crois que nous avons choisi, ou les organisateurs ont choisi, un moment très bon pour débattre le futur de l'Union européenne, pour discuter ce qui s'est passé depuis les dernières élections européennes, ce que nous avons réalisé, abouti avec vous, les membres des parlements nationaux lors des 5 dernières années et ce que nous nous proposons pour les 5 années à venir. La première chose que je voudrais dire, c'est que lors des 10 dernières années, il y a eu la crise financière de 2008 et 2010 et la crise de la migration et des migrants de 2015-2016. Les 2 crises n'ont pas été engendrées par l'Union européenne, mais les 2 nous ont affectés. Et dans les 2 crises, c'est les gens qui ont attendu de l'Union européenne des solutions. La crise financière nous est venue des États-Unis et la crise de la migration a été causée par l'instabilité du voisinage européen. Nous avons analysé avec beaucoup d'attention les causes des 2 crises et nous avons essayé de les attaquer pas à pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas de globe de cristal qui puisse nous apporter des solutions pour les 2 crises. Voici pourquoi, lors de la crise économique et financière, nous nous sommes heurtés
avec le fait qu'il y avait des États membres avec des dettes publiques trop grandes. Les niveaux de la compétitivité, de la réforme de ces États étaient bas et la monnaie unique devait être consolidée. Nous nous sommes au travail et nous avons abouti à créer un mécanisme européen de stabilité qui puisse aider tout pays européen en difficulté. Il faut le dire, chaque État européen en difficulté a été aidé. Voici pourquoi la solidarité entre les citoyens européens, les pays européens a fonctionné. C'est vrai, l'aide est venue avec des conditions imposées pour faire sortir ces pays de cet état de difficulté. Dans cette période, nous voulons élargir le mécanisme d'aide dans une facilité robuste de manière que si dans le futur il y a une autre crise, que nous puissions nous aider les uns les autres. Et je suis très heureux de vous dire que lors des 2 semaines, à la suite d'une proposition que j'ai faite, ce fonds européen sur lequel nous travaillons sera ouvert aux pays au-delà de la zone euro. Initialement, ce mécanisme était envisagé comme un mécanisme de la zone euro. Donc, ce fonds sera ouvert pour les États au-delà de la zone euro qui veulent participer et qui veulent s'impliquer dans l'Union européenne. Lors des dernières années, nous avons pris des mesures censées consolider le système monétaire, censées stimuler les pays membres à améliorer leur système de gestion. Nous avons établi le plan Juncker, censé impulsionner les investissements du secteur privé dans les pays européens. Plus de 300 000 nouveaux emplois ont été créés en Union européenne. Nous voulons élargir ce mécanisme pour qu'il puisse engendrer 50 000 euros d'investissement. Maintenant, dans l'Union européenne, nous avons enregistré le 7e année de croissance économique et le niveau de la dette se trouve à 6,5%, donc un niveau historique. Ce fut de la même avec la crise de la migration. Il n'y a pas eu un seul élément qui puisse être dénommé en tant que cause. C'est difficile. Les gens ne sont pas sortis de leur pays d'origine parce qu'il était heureux là-bas, parce qu'ils n'avaient pas d'eau là-bas, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture, pas d'hébergement. Et des fois, ils n'étaient pas sûrs dans leur pays. Voici pourquoi nous devons investir dans le voisinage immédiat de l'Union européenne. L'Afrique est un continent avec une population qui double tous les 20 ans. 1,2 milliard de personnes en 2010 et conformément à la prognose, il va y avoir 2,5 milliards de personnes en Afrique. Nous avons une très grande responsabilité aussi par rapport à ce continent et nous devons améliorer les conditions de vie des gens qui vivent en Afrique. La sécurité de la frontière externe de l'Union européenne est un projet auquel nous nous sommes dédiés lors des dernières années et nous allons continuer. Nous allons élargir la Frontex, l'agence européenne, pour que ça puisse devenir une véritable agence de frontières de l'Union européenne. Parce que pour continuer de nous déplacer librement dans l'Europe, il faut y avoir une protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Nous devons savoir quel
personne visite l'Union européenne si elle respecte les conditions imposées pour entrer dans l'Union européenne. La lutte contre le terrorisme, une meilleure coopération entre les pays membres de l'Union européenne, à savoir un meilleur échange d'informations et de renseignements concernant le risque de sécurité. Voici les objectifs de ma famille politique dans le futur, parce que nous devons donner aux citoyens ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Premièrement, de la prospérité et deuxièmement, leur sécurité. Pour pouvoir réaliser la prospérité dans un monde qui change, il est évident, il est clair qu'il faut nous investir dans la recherche, dans le numérique, la digitalisation, dans l'infrastructure. Et le candidat du Parti populaire européen pour la position de président de la Commission européenne, M. Manfred Weber, notre leader dans le Parlement européen pour l'instant, propose et assume la création de 5 millions de nouveaux emplois dans l'Union européenne en provenant de 3 directions. Premièrement, la valorisation au maximum du potentiel du marché intérieur et l'accomplissement du marché unique s'y inclut dans la digitalisation pour pouvoir exporter, importer de tels produits sans aucune restriction dans n'importe quel coin de l'Union européenne. La deuxième source des nouveaux emplois est la politique de cohésion. Et en Roumanie, et pour bien de pays européens, est essentiel. Il faut que je répète encore une fois, c'est une politique qui nous apporte des bénéfices à nous tous. C'est une politique qui devrait investir dans l'infrastructure, dans l'énergie, qui devrait créer de nouveaux emplois. Et la troisième source de nouveaux emplois est représentée par les accords commerciaux avec les autres pays. Des accords commerciaux qui respectent les hautes normes des produits qui doivent arriver aux consommateurs, doivent atteindre. Et nous avons tous l'obligation de défendre les valeurs européennes, selon moi. Le pouvoir de l'Union européenne réside dans les règles et dans le respect des règles que nous avons émises. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à nous investir dans le respect de l'état de droit dans chacun des membres de l'Union européenne et lorsqu'il y a des faiblesses, de s'en occuper. Il y a eu au niveau des familles politiques de telles faiblesses, nous ne les avons pas cachées, nous nous en sommes occupés. Le respect des valeurs européennes de liberté, de justice, d'état de droit, démocratie, ce sont des choses que les gens attendent. Nous utiliserons tous les instruments dont l'Union européenne dispose pour respecter les valeurs européennes. Et si ces instruments s'avèrent insuffisants, devant un fléau, nouveau fléau, nous n'hésiterons pas à créer de nouveaux instruments. Il est clair que nous nous adresserons notamment aux jeunes. Et là, je veux dire 2 choses seulement. 65% des jeunes au CP vont passer à la retraite en ayant exercé des métiers qui n'existent même pas. Il est clair qu'un système d'éducation dans lequel les jeunes étudient pour des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et la deuxième chose que je veux dire sur les jeunes, c'est que plus de 2 tiers des employeurs apprécient l'expérience internationale des jeunes d'aujourd'hui. Donc, tous les jeunes des États de l'Union européenne doivent être conscients que des jeunes aux côtés du Portugal, de Lettonie, d'Espagne, d'Irlande, de Roumanie travailleront côte à côte, comme ici des jeunes de Timișoara, de Cluj, de Iași travaillent côte à côte, ou d'Espagne, de Madrid, de Valence, etc. Nous investirons dans des projets pour des jeunes, dans des projets qui sont censés aider les jeunes à connaître l'Union européenne pour pouvoir travailler à succès dans l'Union européenne. Je m'arrêterai là. Je vais répondre avec plaisir à
toutes vos questions et j'attends les intervenants qui s'exprimeront avant moi. Bienvenue à Bucarest une nouvelle fois. Merci. Merci, Monsieur Mureșan, pour cet exposé des préoccupations, des craintes de l'Union européenne. Voyons comment nous allons nous en occuper. J'invite maintenant M. Victor Bostinaru, vice-président de l'Alliance des libéraux et des démocrates du Parlement européen, à s'exprimer. Bonjour, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs les députés, vos excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis. Bientôt, le sommet européen de Sibiu devra trancher sur l'avenir de notre Union. Et quand je dis notre Union, je l'utilise dans le sens le plus personnel et le plus direct, parce que l'Union européenne a été et doit rester un projet qui nous appartient, un projet des États membres, des nations qui composent l'UE, et surtout un projet des citoyens qui seront encore une fois appelés à décider sur l'avenir. Quel genre d'union, quel sera le profil de notre union après le sommet de Sibiu qui devrait décider sur les directions stratégiques et sur l'architecture de l'Union européenne? Il est clair que la variante des 5 scénarios, les variantes des 5 scénarios si discutés et si disputés restent encore de manière directe ou indirecte à l'agenda de ce sommet. Mais, en égale mesure, en tant que Roumain, pro-européen, en tant que social-démocrate, je veux croire sincèrement qu'aucun des 5 ne devra être adopté à Sibiu, mais plutôt un 6e censé s'adresser au projet européen dans le sens de la construction européenne fondée sur tous les États membres. Un projet censé relancer la solidarité et l'unité de l'Union européenne, non seulement dans de belles déclarations à caractère électoral, mais surtout dans la pratique de l'Union européenne d'après les élections. Et je pense à réaffirmer en tant que valeur fondamentale de l'unité, de réaffirmer l'unité dans le sommet de Sibiu. Je pense que ce sommet devra décider et pratiquer l'idée d'approfondir l'intégration de l'Union européenne. Il n'y a pas d'alternative à cela, mais en égale mesure, cet approfondissement de l'intégration doit s'adresser à tous ceux qui souhaitent prendre part lorsque les formes de coopération relèvent de la décision de l'État membre du type PESCO ou du type de l'eurozone ou du genre de Schengen. Cela doit exclure de façon explicite et impérative les doubles standards et cela doit exclure de façon exclusive les cibles parce que nous, les Bulgares, les Croates, les Roumains, nous avons une histoire avec l'adhésion à Schengen. Plus nous réalisons d'objectifs, nous atteignons d'objectifs, plus certains États membres disaient que nous devons encore en atteindre d'autres. Cette variante doit être exclue, ne serait-ce que pour éviter d'approfondir les frustrations et l'accroissement de certains éléments anti-européens. En plus, nous devrions décider que l'eurozone soit ouverte de façon explicite, claire et irrévocable à tous les États membres qui souhaitent y adhérer, à une condition élémentaire près, que les mêmes critères soient appliqués pour eux que pour les États membres et que les États souhaitant adhérer aient accès au débat de l'eurozone. Et oui, d'ici, de Bucarest, nous devons dire que la variante d'un soi-disant Parlement de l'eurozone,
C'est la meilleure solution pour approfondir les dissensions, les frustrations. Et elle devrait être exclue parce qu'on ne peut pas avoir une Union européenne avec deux parlements. Un parlement de tous les Européens et un parlement de l'eurozone. Si nous le faisons, l'approfondissement des divisions sera garanti. Et j'affirme encore un aspect, nous devrions prévenir les tentations hégémoniques, je le répète, les tentations hégémoniques visibles dans l'action et dans l'intervention de certains ou de quelques-uns des États de l'Union européenne. Si cela est réalisé, eh bien, cela dépend du sommet et des leaders européens qui y prendront part. Mais j'estime que le Parlement européen et les parlements nationaux ont l'obligation de contrôler la décision de nos leaders pour nous assurer que nous allons prendre les décisions correctes, que les citoyens européens de Roumanie, d'Allemagne, de France, d'Espagne et tous les autres dont tous ces citoyens ont besoin pour que le projet se poursuive. Et si ces choses seront arrivées, et je me félicite de ce que mon groupe politique ait avancé une proposition explicite qui est une synthèse, je dirais améliorée et développée de la 5e variante, Doing Better Together, mieux faire les choses ensemble, et je le répète, ensemble, pas séparément. Je vous invite à discuter quelques-unes des directions politiques que ce sommet devra trancher, parce que c'est de ces décisions que l'avenir de notre Union dépend. Oui, c'est clair, nous aurons les élections les plus compliquées de l'Union européenne, les plus risquées, en tenant compte du fait que plus de 30% des membres du futur Parlement européen appartiendront à des forces politiques ou à des structures nouvellement créées de type politique, avec une attitude anti-européenne, nationaliste et même extrémiste. Et là, la cohabitation sera plus compliquée entre, pas entre les deux, mais entre au moins les trois pour garantir une stabilité fonctionnelle du Parlement européen. Quels sont ces aspects qui pourraient, selon mon groupe, changer la perception des citoyens à notre égard? Une première discussion très importante, et je dois dire que la semaine dernière, un paquet considérable a été adopté en ce sens, c'est ce que nous appelons Fair or Just Taxation. Il s'agit donc d'introduire enfin des réglementations au niveau européen afin de prévenir ce que nous appelons la tax avoidance dans le jargon professionnel, ou la fiscal optimization, l'optimisation fiscale, ou littéralement l'enregistrement dans les législations et les juridictions particulièrement favorables des grandes compagnies, qui font que le principe qui devrait être élémentaire, simple, que le profit soit payé dans l'État où la compagnie a réalisé ce bénéfice, n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est un grand facteur de méfiance et de mécontentement des citoyens européens. Et nous devrions tous nous donner la main pour l'atteindre. Une deuxième chose très importante, c'est de garantir de façon explicite dans l'accord de Sibiu d'un cadre financier pluriannuel censé assurer des ressources, les ressources nécessaires non seulement pour la politique de cohésion, et je déplore le fait que certains pays nettement contributeurs sont tentés de réduire leur contribution au budget de l'Union européenne. Mais maintenant, nous avons de nouvelles obligations que nous avons assumées. La protection de la frontière extérieure, et mon collègue M. Siegfried Mureşan s'exprimait là-dessus.
Nous avons la politique de défense de l'Union européenne et tout cela a besoin de ressources. Vous ne trouvez pas étrange que des pays de la politique de cohésion sont prêts à accroître leur contribution au budget de l'Union européenne, tandis que d'autres sont extrêmement réticents, même en utilisant l'explication facile, selon moi, et politicianiste du Brexit. Continuons ce que disait mon collègue M. Siegfried Mureşan, les études européennes font état du fait que sur chaque euro de la contribution de l'Allemagne à l'Union européenne, et je cite d'un prestigieux député néerlandais, 7 euros revient à 1,7 euros au budget de l'Allemagne. Chaque euro de contribution des Pays-Bas revient dans les Pays-Bas à hauteur de 1,34 euros. La politique de cohésion est pour tous parce que les effets qu'elle produit, les effets économiques des États nettement contributeurs, des États qui reçoivent du consulting des États développés contribuent à réduire les décalages de développement. Enfin, je continuerai par une remarque sur la politique de défense. L'Europe vit aujourd'hui l'équation de sécurité la plus compliquée en matière de sécurité et de défense, du moins ne serait-ce que depuis 1968 jusqu'à nos jours. Il est essentiel qu'au sommet de Sibiu et dans l'action future de l'Union européenne, nous réaffirmions clairement, de façon claire, explicite et irrévocable, que la défense européenne est complémentaire à l'OTAN, l'OTAN restant le seul fournisseur de défense. C'est donc complémentaire à l'OTAN et c'est dans la même mesure compatible avec l'OTAN. Il faut certainement exclure l'hypothèse que maintenant, quand nous sommes en train de projeter une nouvelle politique de défense, il y a des gens qui pensent au possible décalage avec les États-Unis ou bien une répétition des compétences de l'OTAN, justement parce que l'Europe se heurte à des menaces véritables au sujet de sa sécurité. L'annexation illégale de la Crimée, l'occupation de la Russie en Ukraine, et c'est un défi de sécurité à long terme. L'Europe doit trouver une réponse pour elle et pour les citoyens lorsqu'il s'agit du problème de la sécurité. Finalement, en ce qui concerne le commerce, je me félicite de vous informer que les 5 dernières années dans le Parlement européen ont mené à un succès concernant la nouvelle approche commerciale. Il faut répéter que l'Europe ne peut pas vivre dans une splendide isolation en s'exclusant des grandes négociations mondiales ou bien en pensant qu'en sauvant le bilatéralisme, le multilatéralisme sera garanti. Il faut nous pencher sur le multilatéralisme commercial aussi. Et je vais conclure par dire que c'est à nous, aux parlements nationaux et aux citoyens des pays membres, que le projet européen puisse retrouver une nouvelle confirmation lors des élections européennes et aussi d'avoir une Europe qui serve mieux ses citoyens et qui leur rapporte des solutions. Je vous remercie aussi, Monsieur Boștinaru, mais il faut respecter le programme et l'agenda. Et je vous prie de respecter les 10 minutes allouées pour chaque discours. Je veux saluer Madame Violeta Tomic. Elle est
un membre du Parlement slovène et candidat du Parti de la gauche européenne. Mais je donne la parole maintenant à Madame Renate Weber, une députée européenne de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Madame Weber, vous avez la parole. Good morning. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités. Je vous prie de me laisser vous souhaiter la bienvenue à Bucarest et remercier aux organisateurs pour le temps très favorable en tant que nous nous voyons très fréquemment à Bucarest. Mais comme j'ai été invité par le modérateur de parler en roumain, je vais le faire très d'une. Donc, je vous prie de prendre vos écouteurs. Je voudrais remercier aux organisateurs qui ont réussi à mettre des thèmes assez difficiles sur l'agenda de notre conférence. Je vais commencer par vous dire que j'ai été et je continue d'être en faveur du projet européen depuis que j'ai mieux compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire après les années 90, j'ai toujours considéré que la place de mon pays est dans l'Union européenne et je continue de croire que c'est la meilleure chose de politique extérieure qui est jamais arrivée à la Roumanie et qu'il faut nous y continuer d'être. Et parce que nous approchons les élections européennes, permettez-moi, et parce que c'est une chose à la mode, le hashtag, permettez-moi de vous dire que le mot dièse pour moi, le hashtag pour moi, c'est l'Europe commence chez nous, pour moi, en Roumanie. En regardant l'Union européenne de très près, et j'aime regarder l'Union européenne en laissant de côté les faits non accomplis lors des dernières années, mais en regardant l'Union européenne, je continue. Nous voyons un projet qui a abouti à apporter la paix sur le continent européen depuis plus de 60 ans. Et s'il y a des gens qui pensent que ce peut, ils se trompent. Peut-être les générations qui ont été élevées en paix, c'est très naturel. Mais il y a des gens qui savent très bien comment c'est important d'avoir de la paix et de la tranquillité pour qu'un pays se développe. C'est aussi le projet qui a apporté le bien-être aux citoyens européens. Mes collègues viennent d'énumérer d'autres accomplissements du projet européen. Et maintenant, c'est à moi de vous demander pourquoi il y a des eurosceptiques, pourquoi il y a des gens qui sont contre l'Europe. D'où vient cette méfiance de plusieurs citoyens européens en Union européenne? La méfiance dans l'Union européenne. Il doit y avoir des causes et en fin de compte, le Brexit, c'est la preuve finale d'une telle méfiance. Nous le savons très bien, il y a eu de la manipulation, mais en laissant les manipulations au-delà, il y a la population britannique dans le Royaume-Uni qui a décidé que le Royaume-Uni devait sortir de l'Union européenne. À mon avis, si l'on continue de laisser de côté tous ces sentiments contre l'Europe, nous risquons de commettre une grande erreur. En tant que citoyens responsables, en tant que citoyens européens responsables, nous devons identifier les problèmes et en trouver les solutions. Et je pense que cet altruisme, à moi de dire que les élections européennes à suivre sont les élections les plus importantes, non seulement pour le Parlement européen, mais aussi pour le futur de l'Union européenne. Et si l'on regarde les sondages d'opinion et leurs résultats, nous aurons des grands problèmes. Si plus d'un quart ou même un tiers du Parlement européen
était dominé par l'eurosceptique et les anti-européens, l'on pourrait assister à des stoppages, à des blocages dans le fonctionnement de l'Union européenne en son ensemble. Et si l'on ne fait rien et on dit, on espère que cela n'arrivera jamais, ce n'est pas suffisant. D'où vient cette méfiance des citoyens européens dans une construction qui leur a apporté la paix, le bien-être, la prospérité? À mon avis, très franchement, si l'on critique les erreurs commises en Union européenne par l'Union européenne, ne veut pas dire être moins pro-européen. Par contre, cela signifie que l'on aime l'Union européenne et que l'on voit que ça change. Et voici ce que nous avons constaté. Voici ce que j'ai constaté lors des dernières années depuis que j'ai été un membre du Parlement européen. Et ce n'est pas ma conclusion à moi, mais c'est la conclusion du groupe auquel j'appartiens. Donc, une conclusion serait l'inflation de législation. Donc, on continue à légiférer sans prévoir les conséquences. Il y a quelque temps que les études d'impact manquent concernant les effets et les résultats des règlements et des lois que nous approuvons au Parlement européen. Et l'on fait un autre constat. Des fois, la Commission européenne est en train d'assurer une microgestion qui n'est pas nécessairement nécessaire. C'est la réalité. Il ne vaut pas le cacher. Dans l'Union européenne, l'on a créé une bureaucratie assez nombreuse et autosuffisante et qui a engendré des sentiments négatifs de la population européenne qui travaille beaucoup pour avoir le style de vie adéquat. Et permettez-moi de faire référence aux erreurs qui ont été commises dans l'imposition d'une politique d'austérité. Et la preuve a été faite que ces décisions n'ont pas été très heureuses. Je ne pense pas que ça console les Grecs si l'on leur dit que la politique d'austérité fut une erreur. L'Union européenne y a contribué beaucoup. Bien sûr que c'est triste. Si l'on a une balance et l'on pèse les bonnes choses et les beaux accomplissements de l'Union européenne avec les mauvaises, bien des citoyens européens vont voir seulement les choses mauvaises. C'est la réalité. Les trains qui viennent à temps dans la gare ne font pas d'impression. Les trains qui vont en retard sont un sujet pour les infos. Si l'on devait changer quelque chose dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on devrait faire pour diluer ce sentiment d'euroscepticisme? Ça va durer, mais peut-être le faire moins important. Je n'ai pas vu jusqu'à maintenant les solutions proposées pour identifier les besoins que les citoyens de l'Union européenne ont pour l'instant. Et je vais vous donner un exemple que je trouve assez intéressant. Et à mon avis, c'est un sujet qui a causé beaucoup de mécontentement pour la jeunesse européenne. Il faut être un modèle dans l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne représente un modèle. À mon avis, ce n'est pas la formule la plus heureuse. Je vais vous donner quelques exemples qui sont d'intérêt pour les jeunes.
que l'on peut trouver sur les plateformes de communication, en essayant d'effrayer les jeunes gens. L'on débat l'idée de la censure sur l'Internet. J'ai vu des jeunes gens protester. Nous sommes arrivés à la situation où l'on a adopté quelque chose et puis les États membres ont eu peur de leur vote. À mon avis, l'on devrait être moins arrogant en fournissant des exemples de leaders, parce que les coûts sont finalement payés par les citoyens européens. En même temps, on n'a pas réussi malheureusement d'avoir des emplois stables pour les jeunes gens. Il y a eu des initiatives européennes, mais malheureusement, ces initiatives n'ont pas été soutenables, durables du point de vue financier. Je pense qu'il est particulièrement important, en fin de compte, chaque État qui a adhéré à l'Union européenne, on savait où il en était du point de vue du développement économique et aussi de la protection sociale qu'il pouvait se permettre. Et surtout les élargissements de 2004 et de 2007, je pense qu'ils ont été des moments de réflexion sur ces différences. Eh bien, la politique de cohésion doit avoir en vue justement la réalisation, une harmonisation, parce qu'on ne va pas arriver à harmoniser, mais les États industrialisés poursuivent leur évolution aussi. Et alors je me demande d'où viennent ces idées protectionnistes que je vois surgir ces dernières années et que j'ai vues lorsqu'il s'agissait de la directive des travailleurs détachés, maintenant dans le conflit sur les transports. Et cela peut avoir pour conséquence, et c'est clair que ça aurait une telle conséquence, de complètement écarter les transporteurs des pays qui sont géographiquement parlant à la périphérie de l'Europe. Je ne pense pas que cela nous aide. Je ne pense pas que cela nous aide pour la politique de cohésion de ne pas prendre en compte le développement de l'infrastructure, y compris quand il s'agit d'aéroports régionaux et de renouvellement du parc de wagons, de locomotives. C'est en fait la mesure la plus écologique de transport. Je ne peux ne pas constater que les voix exprimées la semaine dernière au Parlement européen ont été à 10 voix de plus ou de moins en faveur d'une politique ou d'une autre. En ce qui concerne, et oui, je vais en terminer sur ce, en ce qui concerne l'évolution du marché de l'emploi, on a discuté ici de la numérisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Je vais vous dire que je trouve étrange dans un monde de la numérisation, cette nouvelle révolution que nous vivons, nous n'ayons pas d'éducation harmonisée au niveau de l'Union européenne, que nous n'ayons pas d'études sérieuses et pas contradictoires sectorielles comme maintenant au sujet de l'impact, leur impact sur le marché de l'emploi. Où sera l'Union européenne dans 10 ans? Et là, je discuterai aussi de la migration. L'Union européenne souhaite, et moi aussi je le souhaite de tout cœur, qu'elle soit un acteur à l'échelle globale. Mais peut-on l'être quand on ne dispose pas d'une politique commune d'asile et de migration, mais 28 politiques différentes? Depuis 2012, on a promis que cela allait être solutionné, mais nous sommes déjà en 2019 et ce n'est pas arrivé.
Qui plus est, j'essaye depuis plusieurs années de discuter au niveau des décideurs à la Commission européenne de l'impact de la numérisation et de la robotisation sur la migration. Parce que pendant des années, nous avons su que nous avons une population vieillie en Europe et que nous avons besoin de main-d'œuvre. Eh bien, les nouvelles données indiquent que les choses sont en train de changer. Et alors, sommes-nous prêts? Tous ces aspects, j'espère qu'ils soient discutés aussi au sommet de Sibiu. Mais même ce sommet a lieu en un moment où nous ne savons pas encore si le Brexit se produira ou pas jusqu'alors. Je vais conclure en disant que, selon moi, l'objectif de tout démocrate européen, c'est effectivement de continuer à se battre pour le projet européen. La question est de savoir si nous allons réussir à trouver les mois à venir, les arguments nécessaires pour convaincre tous nos concitoyens que c'est la voie à suivre. J'espère que nous y arriverons. Merci. Merci, Madame Weber. Merci beaucoup, Madame Weber. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions, mais vos cartes sont en train d'être collectées. Nous allons finaliser à 11h30, donc nous essaierons de donner réponse au plus grand nombre de questions possibles. Et je vais inviter maintenant Monsieur Bas Eickhout, vice-président des Verts, à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour l'invitation de parler de l'avenir de l'Union européenne. Je pense que mes collègues ont déjà se sont déjà exprimés sur ces problèmes et je voudrais me cibler sur un aspect. Pourquoi les Européens ne font pas confiance à l'Europe? Un des problèmes, c'est le débat sur l'Union européenne qui est parfois dépolitisé. Oui, bon, nous souhaitons une coopération européenne et nous parlons tous du vote au Parlement européen. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit et des différences apolitiques. Nous n'exprimons pas clairement la lutte politique et tant que nous ne le faisons pas, et c'est valable pour tous les parlementaires d'ici, si vous ne politisez pas l'Europe, vous allez maintenir l'image que l'Europe est une combinaison d'institutions et de bâtiments à la place d'une combinaison de politiciens qui luttent pour la direction de l'Europe. Et la direction à suivre peut être décidée par les citoyens lors des élections nationales, parce que les ministres vont à Bruxelles, ceux qui votent pour le Parlement européen, qui vont lutter pour leur direction européenne. Mais nous devons leur montrer cette lutte politique. À défaut, les gens vont sentir que l'Europe n'est pas si intéressante pour aller voter. Une autre raison pour laquelle il y a des critiques en Europe, c'est selon moi qu'il n'y a pas une propriété qui défend l'Europe courante. Tous les 5 ans, lors des élections européennes, vous allez entendre tous les partis politiques parler des changements, d'une nouvelle Europe. Eh bien, là, je dois être critique parce que j'ai promis et nous parlerons du changement de l'Europe. Madame Weber a parlé d'un nouveau chapitre, mais soyons critiques. Je n'ai pas confiance que le nouveau chapitre que Mme Weber veut écrire sera plus intéressant. C'est ça le débat dont nous avons besoin. Les chrétiens démocrates applaudissent. Oui, je serai critique aussi à l'égard de Mme Weber des libéraux parce que un des problèmes européens, c'est une immense quantité de règles et de lois.
Et les gens en ont assez de la légifération dans le secteur bancaire qui a causé la crise européenne. Telle est la raison pour laquelle les gens sentent que l'Europe n'offre pas ce qu'elle devrait. Et si on va dans les rues, je vois tous les vendredis les gens protester dans les rues. Ils demandent au gouvernement d'agir. Et c'est pourquoi les gens protestent. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous confronter à des déceptions. Allons maintenant au groupe des Verts et à notre vision. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous cibler sur 3 points principaux. Pour nous, dans cette campagne, le changement de l'Europe, du statu quo. Nous voulons nous cibler sur une Europe plus verte, lutter contre le changement climatique, une Europe sociale et une Europe démocratique. Et je vais détailler tous ces 3 points. Premièrement, une Europe verte, lutter contre le changement climatique. C'est une idée liée à l'agenda européen, au présent agenda. Comment peut-on discuter d'un avenir industriel futur, d'un avenir sans discuter des futurs défis climatiques? Il faut être neutre du point de vue climatique, non seulement pour le climat, mais aussi pour des raisons géopolitiques. Chaque jour, l'Europe importe des ressources de 1 milliard d'euros en payant de l'argent à la Russie et au Proche-Orient. Nous sommes un continent vulnérable. Nous ne disposons pas d'autant de ressources. Nous sommes dépendants du point de vue des ressources et du point de vue économique. Si nous souhaitons créer de l'emploi, il convient de s'assurer que nous avons une économie efficace du point de vue des ressources. Et c'est dans cette voie que doivent être canalisés les investissements. Il faut s'écarter de cet agenda dominé au niveau européen. Madame Weber, je vais commenter que l'agenda de l'austérité doit être un agenda libéral qui vient des Pays-Bas, par exemple. C'est ce qui est arrivé et cela doit être clair. Il convient de créer de l'espace pour les investissements et créer une économie verte. La clarté de la gouvernance est très importante. Pensons à la crise que nous avons traversée sur le diesel. 2 semaines dans le secteur de l'automobile, nous n'avons pas remis à jour les réglementations. Nous avons pensé s'en débarrasser parce que cela a été fondé aux États-Unis, ce qui veut dire que nous n'avons pas accordé de l'attention et ce sont les États-Unis qui ont fait surgir ce problème. Si on parle du lobby qui dit de ne pas introduire de nouvelles réglementations dans le secteur de l'automobile, eh bien, heureusement, nous avons maintenu la pression et nous avons réussi à obtenir les normes de dioxyde de carbone. Et le président de Volkswagen a annoncé il y a 2 semaines que Volkswagen allait passer à l'immobilité. Ils ont lutté contre cela pendant des années. Et cela a démontré que si nous mettons en œuvre cette politique, ils veulent investir dans l'innovation dans l'Union européenne pour prévenir que nous n'importions des voitures chinoises dans 10 ans. L'Europe sociale. On a beaucoup parlé de l'Europe sociale, mais un point important, c'est de s'assurer que les compagnies payent leurs taxes à un niveau correct. Jusqu'ici, elles ne l'ont pas fait. Et il y a une raison. C'est parce que l'Europe n'agit pas sur la taxation, l'imposition. Le niveau d'imposition ces 20 dernières années en Europe a baissé en moyenne à 20%, de 25 à 20%. C'est une tendance à la baisse. Il ne s'agit pas
d'éviter de taxer. Non, on parle de l'imposition dans son ensemble. Ou alors, les gouvernements vont faire accroître l'imposition sur le travail. Ça, c'est une bêtise si on veut créer de l'emploi. Ou alors, ils doivent couper dans les dépenses et généralement dans les frais sociaux. Telle est la tendance que nous voyons. Et si nous ne la changeons pas, on peut parler tant qu'on veut de l'Europe sociale, mais nous avons besoin d'un changement fondamental. En plus, il faut parler aussi d'une Europe démocratique, ce qui est très important. Et parfois, nous entendons la discussion que l'état de droit, ce n'est pas un problème national. Je veux être très clair. L'état de droit, c'est le fondement d'une société démocratique. Si nous ne respectons pas l'état de droit dans chaque pays européen, chacun va perdre la confiance en le système démocratique et cela nous affectera tous au niveau économique. Telle est l'idée fondamentale et nous devons la maintenir dans chaque pays. Et aussi, là encore, l'Europe a échoué. L'Europe a fait de l'état de droit un parti politique. En Pologne, le gouvernement polonais n'est pas membre des grands partis. Et il est plus faible. En Hongrie, le gouvernement fait partie des chrétiens démocrates. Mais en Roumanie, nous sommes en Roumanie, et je suis heureux d'être là, mais nous sommes préoccupés par les évolutions de Roumanie et à coup sûr par la lutte contre la corruption, qui est la clé. Parce que si nous ne luttons pas contre la corruption, si nous laissons la corruption avoir lieu, les gens ne feront pas confiance en les institutions démocratiques. Et c'est une des menaces que nous devons gérer. Avec ce que le gouvernement roumain fait, avec les lois de la justice, il doit être critiqué. La liberté de la presse. De ne pas permettre de parler dans la presse, c'est un problème lorsqu'on parle de l'avenir de l'Europe. Et vous pouvez être sûr que nous, les Verts, nous lutterons pour une Europe verte, sociale, mais aussi pour cette Europe démocratique, parce qu'à défaut de valeurs démocratiques, on peut parler de tout, toute économie de l'avenir, mais cela ne signifiera rien du tout si on ne respecte pas les valeurs européennes pour chaque pays. Merci beaucoup. Thank you very much. Je vous remercie aussi, Monsieur Eickhout, de votre discours. Je vous ai déjà félicité pour avoir respecté la limite de 10 minutes. Et je me félicite d'avoir appris plus sur le débat politique en Europe. Et maintenant, permettez-moi de donner la parole à Madame Violeta Tomic, membre du Parlement slovène et candidat du Parti de la gauche européenne. Je vous remercie et je vais commencer par dire que je suis complètement d'accord avec M. Eickhout. Je vous remercie de votre initiative d'organiser cette initiative et je vous remercie de m'avoir invité de parler sur le futur de l'Union européenne. Étant donné les crises économiques dont nous avons été témoins lors des dernières années et la manière scandaleuse de la réaction de l'Union européenne, le temps est venu de parler sur le futur du projet européen. L'Europe reste... Il y a deux options qui restent à l'Europe. Les techniciens démocrates limitent l'espace de discussion et imposent des politiques libérales qui réagissent à l'extrême droite, alimentée par la manque d'espoir de ceux qui sont laissés derrière. Les systèmes pourraient être corrigés.
Mais s'il n'y a pas de changement structurel, l'Union européenne n'aura pas de futur. Un plan ambitieux pourrait nous permettre de continuer les accomplissements de démocratie, de stabilité et d'éviter de nous tourner vers le scepticisme. Et voici, je suis arrivée à l'un des thèmes de ce débat consacré au futur de l'Union européenne. La quatrième révolution industrielle, c'est une révolution qui représente une raison clé pour laquelle nous avons besoin d'un système économique nouveau et nous devons créer des relations nouvelles, non seulement entre les pays du continent européen, mais aussi avec le continent plus élargi. Si l'on passe à la forme du continent européen et de l'Union européenne, il y a un principe qui doit être respecté. Le pouvoir doit être donné au peuple, aux nations. À Bruxelles, je vois beaucoup d'immeubles, mais très peu de démocratie. Dans le temps de la crise, la démocratie a été suspendue. Les citoyens européens n'avaient pas de mot à dire concernant la solution de la crise. Ensemble, avec les démocraties, le principe du bien-être des États a été aussi développé. Des milliards d'euros ont été utilisés pour sauver les banques et leur spéculation. Et il y a eu des coupes des frais sociaux, médicaux, des pensions de retraite. Il y a eu des transferts faits par le pauvre aux riches et au centre de pouvoir dans le centre. Avec 10 ans de régime néolibéral des élites européennes, on ne devrait pas être surpris que la paix et la stabilité sont maintenant menacées. La réaction nationaliste par rapport à l'Union européenne s'est diffusée dans le continent. Il y a une nouvelle espèce de fascisme présent. La source de bien des problèmes, c'est le cadre non démocratique de l'Union européenne. La seule institution élue démocratiquement, le Parlement européen, n'a pas le droit à initiative législative. La seule chose qu'on a été demandé lors des derniers instants, c'est est-ce que l'on devrait arrêter la montre ou non. Et moi, par exemple, je ne savais pas que la Roumanie a 1 heure de plus. Donc, la décision de pouvoir est mise en place par des technocrates, par des institutions telles que le Banque centrale européen, des institutions qui sont complètement en dehors du contrôle démocratique. Le Banque centrale européen est un état de droit par lui-même. Donc, quel est l'espoir que la quatrième révolution industrielle puisse bien apporter pour avoir un changement? Pas grand-chose si l'on ne change pas le système actuel. Le système néocapitaliste s'alimente de l'exploitation et la distribution injuste des revenus. Les riches sont plus riches parce que les pauvres sont bien plus pauvres. C'est très simple. Les riches, 1% sont riches parce que les pauvres sont plus pauvres. Et ils sont plus pauvres à cause des progrès technologiques. Regardons notre vie quotidienne. La science, la médecine ont enregistré des progrès. C'est bien. On vit beaucoup et mieux que nos ancêtres. Donc, on pourrait très bien supposer c'est bien. Alors, nous allons travailler moins.
Mais ce n'est pas vrai. Les gens travaillent bien plus et sont moins payés. Pourquoi? Parce que les biens matériels, les ressources naturelles, les avantages du progrès technologique se sont accumulés, mais la révolution reste encore, la révolution industrielle reste privatisée. Ce n'est pas un bien commun, c'est protégé, ça a des droits d'auteur et les gens riches en collectent les bénéfices. Mais les connaissances accumulées par les gens devraient être distribuées à tout le monde. D'une autre part, on écoute, on apprend que les robots vont voler les emplois des gens et que les gens n'auront plus de quoi travailler. Pour l'instant, 1% de la population mondiale réussit à gagner sans rien ou jamais travailler. Mais la différence, c'est qu'avec les robots, les êtres humains ne seront plus exploités. Voici qu'avec la 4e révolution, nous avons une opportunité de tirer le profit du travail des robots et de l'intelligence artificielle. Voici pourquoi je suis pour la distribution juste des revenus, l'introduction des standards sociaux minimes, la distribution équitable des pensions de retraite et des aides sociales. Le salaire minimal, le SMIC européen, doit être un fait accompli et devait être au moins 20% de plus que le coût minimal de vie. Si nous devons, ce n'est plus une doute, nous devons changer notre système social. Une autre raison du changement radical a à voir avec notre planète que nous continuons à détruire très vite. Nous sommes Economic crisis, populists want to focus us on migrant. Nous sommes étouffés par les plastiques. Il y a eu la crise des migrants et nous semblons oublier la crise la plus dure qui nous affecte tous, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons dans le centre ou dans la périphérie. Il s'agit de la crise de l'environnement. Le mouvement de Greta fait énormément de progrès pour aider les adultes et les facteurs de décision. Ils ont besoin d'agir. C'est une adolescente qui me donne beaucoup de raisons d'être plus optimiste. On devrait leur donner à ces adolescents plus de pouvoir. Lors de la dernière discussion consacrée aux relations euro-atlantiques, le voisinage européen, j'ai appris que l'Europe pourrait être élargie dans les Balkans, mais seulement d'une manière démocratique, avec des standards égaux, si les pays en voie de développement pourraient être aidés, parce que nous ne voulons pas d'Europe à double standard, d'Europe à 2 vitesses, avec laquelle nous nous confrontons déjà lorsque les pays de la périphérie sont le territoire de l'exploitation des droits des travailleurs et le polygone des industries sales. C'est un sujet, les Balkans, c'est un sujet qui doit être résolu de la manière adéquate. Je viens des Balkans, nous avons nos problèmes, mais nous voulons les résoudre tout seuls. Mais les grands pouvoirs n'ont pas respecté la politique de la neutralité. Voici pourquoi nous avons eu une guerre terrible. Moitié de ma famille est disparue.
Et maintenant, en parlant de la gauche démocratique, nous ne voulons pas de l'OTAN. C'est des extraterrestres qui continuent avec leur intervention impérialiste. L'OTAN n'assure pas la paix. Ce que l'Europe a donc besoin, c'est un système de sécurité, un dialogue sur les besoins et l'Europe n'a plus besoin d'une guerre froide avec les Russes. Nous sommes responsables, l'OTAN est responsable par tout ce que s'est passé dans la Libye et dans les autres pays. Nous défendons la politique de paix. Nous défendons la coopération entre les pays et les nations et pas les divisions. Nous cherchons l'unité contre la crise néolibérale du capitalisme qui affecte des millions. Au lieu de la PESCO, l'Union européenne devrait s'investir dans des choses importantes pour ses citoyens, pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, telles que des lignes de voies ferrées plus rapides, par exemple, où l'investissement dans un accord vers l'Europe doit changer d'une manière rapide. Nous avons besoin de la démocratisation, nous avons besoin de la justice sociale et nous avons besoin de la distribution égale des biens matériaux. Nous avons besoin d'un modèle économique vert et durable et nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin d'une Europe qui met les gens et la planète avant le profit. Et je parle d'une Europe des millions et non pas des millionnaires. Une Europe des gens et des êtres humains et pas des capitaux. Merci. Merci, Madame Tomic. Et maintenant, je donne la parole au dernier membre de notre groupe, Monsieur Nicolas B. Vous avez la parole. Monsieur Nicolas B. va parler en français. Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci beaucoup de votre accueil. Aujourd'hui à Bucarest, je voudrais tout d'abord remercier Madame Gabriela Crețu qui a pris l'initiative de cette réunion interparlementaire. Et alors que nous sommes aujourd'hui à 2 mois, moins de 2 mois même, de ces échéances électorales européennes, je crois qu'il est très heureux que les parlementaires que nous sommes, parlementaires européens et parlementaires nationaux, ayons l'occasion ensemble d'évoquer le projet européen et les visions qui se confrontent s'agissant de l'Europe de demain. Je voudrais, d'une manière plus générale, remercier aussi la présidence roumaine de cette initiative. Je suis président de groupe au Parlement européen. J'ai connu, depuis 2 ans, j'ai connu 3 présidences de l'Union européenne, la Bulgarie, l'Autriche et maintenant la Roumanie. J'ai connu pendant la mandature, comme vous tous d'ailleurs, mes chers collègues, 10 présidences successives de l'Union européenne et je dois avouer que dans un contexte pourtant difficile, car dans une séquence préélectorale, la présidence roumaine du Conseil se montre être particulièrement dynamique, particulièrement active et je crois que c'est heureux parce que nous avons dans l'organisation des institutions européennes la nécessité de faire sans doute davantage entendre la voix des institutions, le Conseil et le Parlement qui ont la légitimité démocratique, alors que la Commission accapare, j'y reviendrai dans quelques instants, des pouvoirs considérables. Notre groupe au Parlement européen est composé d'une 40aine de députés de 8 nationalités différentes et sans doute s'élargira-t-il dans 2 mois. C'est ce qu'un certain nombre de mes adversaires politiques viennent de dire en s'en inquiétant. Je crois qu'ils ne devraient pas s'en inquiéter. Je les remercie d'annoncer la déferlante populiste, le succès des nationalistes. J'ai cru comprendre que ça nous visait ou que ça visait certains de mes amis qui sont d'ailleurs dans cette salle, qui vont entrer au Parlement européen. Je pense aux Slovaques de Smerodina, aux Bulgares de Volia ou à mes amis tchèques du SPD. Je crois que d'une manière générale, en effet, ces élections européennes seront l'occasion pour les peuples de se faire entendre, non pas contre l'Europe. Personne ici n'est contre l'Europe, mais simplement pour une autre vision de ce que doit être la construction européenne.
Il y a, je crois, une certaine facilité, un certain confort intellectuel, je ne parlerai pas par courtoisie de médiocrité, à considérer qu'il y aurait deux visions, la vision bonne, belle, positive de ceux qui défendent l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, en allant toujours plus loin dans le fédéralisme européen, et puis ces méchants populistes qui voudraient détruire l'Europe. Non, nous ne voulons pas détruire l'Europe. Nous croyons passionnément à l'Europe. Nous savons qu'il y a une communauté de civilisation européenne, que nous avons une histoire et une culture commune, et que nous avons d'immenses défis à relever demain. Des défis qui tiennent, ça a été dit d'ailleurs, à notre identité, à notre sécurité, à nos frontières, mais aussi des défis modernes, des défis d'avenir, sur la sécurité alimentaire, sur la protection des données numériques, sur l'intelligence artificielle, tout ça qui nécessite évidemment une action commune à l'échelle continentale. La question, c'est simplement de savoir comment l'Europe sera efficace, comment elle permettra aux nations européennes de rayonner sur le monde, de rayonner à travers la planète comme elles ont su le faire dans l'histoire, et comme l'Union européenne les en a empêchées, ou en tout cas a bridé cette capacité au gré des traités successifs, parce que le constat qu'on peut faire, lucide, c'est que l'Union européenne, que je ne confonds pas avec l'Europe, les institutions européennes telles qu'elles existent aujourd'hui aboutissent plutôt à une forme d'impuissance collective de nos nations. Et donc, c'est le moment, ces échéances européennes, en y associant les peuples qui doivent avoir le dernier mot par les urnes, eh bien, de réfléchir à l'Europe que nous voulons et à faire en sorte justement que nous soyons forts, unis dans la diversité. C'est la devise de l'Union européenne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, son fonctionnement prive de plus en plus les nations d'exprimer leur souveraineté, leur spécificité, leur singularité, qui fait précisément la richesse aujourd'hui de l'Europe. Je crois qu'il y a trois grands chantiers qui doivent être évoqués et qui doivent nécessiter une réflexion et des changements majeurs à l'échelle européenne. D'abord, la question de l'organisation des institutions européennes. Est-ce qu'on doit se satisfaire d'avoir une Commission européenne qui détient l'essentiel des pouvoirs, l'initiative législative, ensuite la réglementation, ensuite le contrôle de l'application dans le droit national de ces réglementations et enfin, depuis le traité de Lisbonne, en étant garante des traités, elle se permet de s'ingérer en permanence dans la vie politique nationale des pays. La Roumanie en sait quelque chose ou en saura quelque chose. La Hongrie et la Pologne en sont aujourd'hui les victimes. Est-ce qu'on doit accepter que des commissaires européens qui n'ont pas la légitimité démocratique, qui n'ont pas été choisis par les peuples, puissent décider à la place du peuple souverain, à la place de gouvernements qui, eux, ont l'autorité et la légitimité pour défendre les intérêts de leur nation? Ici, en Roumanie, il y a un gouvernement au pouvoir qui ne sont pas, vous le savez, mon cher collègue Bostinaru, qui ne sont pas mes amis politiques. Mais je respecte les choix démocratiques de ce gouvernement. Et je ne crois pas que ni la Commission européenne, ni les nations comme la France, ou l'Allemagne, ou l'Espagne, n'ont la moindre légitimité à donner des leçons d'état de droit, ou à contester ou critiquer les réformes en cours des systèmes judiciaires de ces pays. Aucun système judiciaire n'est parfait. C'est vrai en Europe et c'est vrai dans le monde. Tous, nous recherchons à trouver un bon équilibre entre une organisation judiciaire qui respecte les droits des citoyens, les droits à se défendre et les droits à être protégés, qui permet que la justice soit appliquée et qui permet aussi la séparation des pouvoirs. Mais il n'y a aucun modèle qui est parfait. Et jamais, en tant que Français, je ne me permettrai de juger le système roumain, le système hongrois ou polonais, parce que je sais que le système français actuel n'est pas supérieur. Et je crois que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est d'être capable d'accepter ces différences. Notre vocation en Europe, ce n'est pas d'avoir des commissaires européens qui uniformisent totalement parce que ce sera la fin de l'Europe. Si nous poursuivons dans la voie qui consiste à aller toujours plus loin dans le fédéralisme, toujours plus loin dans l'intégration, à vouloir imposer que tout soit décidé à 28 ou à 27 demain lorsque les Britanniques seront partis, à ce moment-là, ce sera la fin de l'Europe. Ce dont les peuples ne veulent plus, c'est justement d'être totalement écartés du processus démocratique. Or, c'est évidemment beaucoup trop le cas aujourd'hui au sein des institutions européennes. Ça nécessite une réflexion, sans doute une modification des traités à terme, et en tout cas une remise à plat du fonctionnement pour que les institutions démocratiques aient plus de poids
et que les spécificités nationales, c'est-à-dire finalement l'application concrète du principe de subsidiarité, soient enfin respectées. Je voudrais évoquer rapidement, je sais que le délai est court, mais deux points qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est la question de l'identité et de la sécurité. L'Europe doit être capable de se définir ses valeurs, définir son histoire et sa culture, définir aussi son périmètre géographique. Aujourd'hui, nous avons fait face, ces dernières années, de manière flagrante, à une crise migratoire, ça a été largement évoqué. Nous devons protéger nos frontières. Je sais qu'en Roumanie, il y a une volonté très forte d'entrer dans les dispositifs des accords de Schengen, et je le comprends. Mais force est de constater que l'abaissement général de tout contrôle dans les frontières nationales au sein de la plupart des pays de l'Union européenne, associé au fait qu'on n'a jamais eu réellement ni la volonté, ni mis les moyens pour protéger les frontières extérieures, eh bien cela a placé nos nations collectivement dans une situation évidemment dramatique. On ne peut pas supporter cette immigration de masse. Elle provoque des troubles majeurs, qu'ils soient d'ordre identitaire, sécuritaire, mais aussi économiques et sociaux. Nous devons être capables de protéger efficacement nos frontières extérieures. Ce sera la condition sine qua non pour préserver la possibilité d'une large libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen. Et puis, bien sûr, en matière économique, là aussi, nous devons avoir une vraie réflexion. Comment l'Europe peut-elle peser à l'échelle planétaire lorsque des grands ensembles, des grands pôles de puissance, que sont par exemple les États-Unis ou la Chine, eux, sont capables de se protéger et utilisent, il faut bien le dire, l'Union européenne comme un vaste terrain de jeu dont les frontières sont grandes ouvertes. Nous devons être capables, le marché commun, l'union douanière, sont évidemment une opportunité pour nos nations, à condition que nous soyons capables d'en faire un espace protégé. Or, nous multiplions les traités de libre-échange avec le monde entier. C'est ce qui a tué notre industrie hier. Ça menace et peut-être que ça tuera notre agriculture demain. Alors que la Chine ou les États-Unis, eux, savent à la fois s'investir, prendre des parts de marché, faire des investissements, commercer avec le monde entier, mais en même temps, savent protéger leur économie. Nous devons être capables de mettre en place les protections économiques indispensables, au nom d'ailleurs de l'impératif écologique. Notre ami tout à l'heure a évoqué largement la question écologique. Moi, je souscris à la nécessité de défendre le climat, de protéger la planète. Mais le modèle du libre-échange total, avec le CETA, avec le Canada, avec les pays du Mercosur demain, avec le Japon, avec Singapour, ça a déjà été signé, demain avec les pays d'Océanie, c'est-à-dire consistant à fabriquer des produits manufacturés en Chine ou en Asie d'une manière plus générale, à les vendre en Europe, à retraiter ensuite un certain nombre de matières en Afrique, par exemple, c'est le modèle le plus anti-écologique qui soit. Et c'est infiniment plus polluant, avec 50 000 supercargos qui sillonnent la planète, que toutes les voitures individuelles, même avec des moteurs diesel anciens, qui circulent sur le sol européen. Donc, la protection économique, la nécessité de relocaliser les activités humaines sur le continent européen, c'est un impératif économique, bien sûr. C'est aussi le seul moyen efficace, concret, au-delà des postures et au-delà des modes, de défendre une authentique écologie. Mesdames et messieurs, en conclusion, je voudrais dire que les peuples européens peuvent faire le choix de se défendre, de se protéger. C'est ce qui leur permettra justement d'être à nouveau capables de commercer sereinement et de dialoguer sereinement avec les autres nations du monde. Nous ne sommes pas xénophobes, nous croyons passionnément au débat entre les peuples. J'étais il y a 15 jours dans le cadre de la réunion ACP-UE, à quelques centaines de mètres d'ici, mais c'était dans le même bâtiment, c'est la spécificité de ce palais qui est immense, et nous avons beaucoup parlé de la coopération avec l'Afrique. La fermeté indispensable, et qui n'existe pas aujourd'hui en matière migratoire, doit avoir comme complément nécessaire un vrai partenariat avec l'Afrique, le développement des infrastructures là-bas. Si nous ne sommes pas forts chez nous, nous ne serons pas capables demain d'avoir un vrai partenariat, notamment avec les pays d'Afrique. Or, aujourd'hui, c'est la Chine qui est en train de s'investir massivement en Afrique, de prendre toutes les positions qui étaient celles de l'Europe hier. Nous ne devons pas accepter ça. Nous devons avoir un vrai partenariat pour réguler les flux migratoires, développer dans la durée, et c'est un des impératifs liés à l'évolution climatique, le continent africain, les infrastructures routières, de télécommunications, d'électricité, qui sont indispensables à un vrai développement économique de l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, l'essentiel
de la politique de développement, sous l'impulsion de la Commission européenne, consiste à distribuer des subventions, des aides financières qui souvent n'arrivent pas jusqu'à leur destinataire final et qui enrichissent des multinationales, mais qui ne développent pas réellement l'économie du continent africain. En conclusion, je voudrais dire qu'il n'y a pas de danger populiste, il y a simplement l'opportunité pour les nations d'Europe de faire le choix de remettre les peuples au cœur de la construction de l'Europe de demain et de la libérer des technocrates. Je vous remercie. Merci, M. Bay, pour un discours très vivant, très animé. C'est vous, s'il vous plaît. We have now like 5 minutes for 10 questions. Maintenant, nous avons temps pour des questions. Disons que nous avons 10 minutes pour 5 questions. Je vous demande des réponses très courtes et des questions très courtes et au point. Oui, je vois maintenant le premier à demander à faire une question. Je vais parler en roumain. Le roumain est une langue officielle. Je viens d'apprendre qu'il a besoin d'investir dans des jeunes. Et ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible de faire une politique centrale sur les jeunes? Maintenant, je comprends. Les intervenants disent de prendre toutes les 5 questions et puis d'avoir des réponses. Le représentant des Pays-Bas. L'importance de l'état de droit est un de mes thèmes. Je voudrais quand même me concentrer sur la transparence du processus européen. Il y a 2 ans, le Parlement néerlandais a pris la décision d'ouvrir cette boîte noire, d'avoir plus de renseignements sur la politique européenne. Et pour nous savoir plus sur le trialogue, ce fut une initiative soutenue par la majorité des parlements nationaux, mais malheureusement, le Conseil ne veut pas d'amélioration rapide. Donc, il convient de faire des actions supplémentaires et j'invite les représentatifs de tous les pays de militer pour la transparence lors du cycle suivant après les élections européennes. Et ma question pour les représentatifs des partis européens est la suivante. Comment voyez-vous la situation? Est-ce que vous souhaitez plus de transparence dans l'Union européenne? Quelle sorte d'action serait nécessaire pour encourager une meilleure transparence? Madame Berta Cabral. Je tiendrai premièrement de féliciter la présidence roumaine. La subsidiarité et la cohésion sont les points de ma question. La subsidiarité ne se rapporte seulement aux institutions européennes, mais à tous les citoyens européens. La déclaration de Braganza et les recommandations du groupe de travail dirigé par le président du Conseil devraient être tenus en compte de manière que tout se passe mieux après les élections européennes parce que les municipalités et les conseils locaux devraient être impliqués dans le processus législatif. Et en parlant de la cohésion, je voudrais vous dire que sans la politique de cohésion, il n'y a pas d'union dans le cadre de l'Union. C'est une politique gagnant-gagnant. Nous savons que l'Europe se confronte avec beaucoup de défis, mais il ne faut pas oublier la politique de cohésion. Et je vous le rappelle, le Parlement au Portugal, il y a quelques années, j'y ai été élu. Et c'est important pour la région que je représente de maintenir au niveau européen cette politique de cohésion. C'est une politique essentielle. Il est essentiel de faire développer les régions grâce à cette politique qui signifie l'amélioration de l'utilisation des ressources.
de Madère, la politique de cohésion, la politique de la pêche, la politique agricole commune, ce sont des politiques nécessaires pour la Madère. Le Parlement européen en a voté pour, mais la Commission doit être concernée par la continuation de la politique de cohésion qui mène à la réduction des différences entre les régions les plus développées et les régions les moins développées en éliminant la différence entre le centre et la périphérie de l'Europe. Donc la subsidiarité et la politique de cohésion doivent être présentes, la cohésion doit être présente dans toutes les politiques européennes. J'ai beaucoup aimé tous vos commentaires à ce sujet. Maintenant, Monsieur Yanis Dombrava. Nous savons que nous avons des valeurs communes. Il faut les protéger parce que ça représente le milieu de l'Europe. L'Europe est la seule région dans l'Europe où nous avons des tendances négatives. Mais l'Europe semble faire oreille sourde. Nous avons besoin de soutenir nos nations. Il y a beaucoup de pays qui ont été soumis à d'oppression, mais je ne peux pas comprendre pourquoi il y a ces tendances et c'est pourquoi je ne peux pas appuyer les gens qui soutiennent le nationalisme. C'est un moment où les troupes russes ont occupé d'autres pays, en Géorgie, en Ukraine, en Transnistrie. Donc, je ne peux pas accepter les standards doubles. D'une part, les nations européennes se trouvent contre la répression, mais d'une autre part, ils importent le gaz russe de Gazprom. Donc, les pays baltiques, la Pologne, la Roumanie, la Pologne, elles dépensent 2% de leur PIB pour la défense. Si nous devons agir, donc si nous voulons protéger chaque pays en Europe. Merci beaucoup. Si c'est possible, je vous prie d'avoir des questions très courtes. Je ne sais pas exactement où nous arrêter et où continuer. Oui, j'ai compris. Madame Crețu, Madame la présidente savait que si je commets une erreur, ça serait de sa faute. Donc, elle m'a conseillé. Je vous prie de rester avec nous dans l'après-midi, si c'est possible, de répondre à ces questions. Et maintenant, si c'est possible, d'avoir une autre question de Monsieur Bernard Durcan. Au micro. Les idées attaquées jusqu'à maintenant ont été mises en place, mais ont échoué. Mais maintenant, nous avons besoin d'une vision nouvelle sur l'Europe, qui ressorte des cendres de l'Europe, une Europe de la compassion. Et permettez-moi d'en finir. Les domaines économiques qui ont apparemment échoué dans l'Europe moderne et leurs alternatives ont aussi échoué dans les temps modernes et dans les temps anciens. Merci beaucoup, Monsieur Clive Solly. Merci. Je me permettrai de dire on regrette que nous allons sortir de l'Union européenne, mais j'ai quelques questions concernant le gouvernement roumain. Et c'est une question qui porte sur l'un des aspects déjà évoqués.
Donc, on a déjà parlé de la confiance et d'avoir le contrôle, non seulement concernant la migration. Il y a quelque chose de plus important. On n'a pas pu faire nos propres lois. Et la question politique, c'est la suivante. Les Britanniques ont toujours voulu un supermarché, mais ils ont eu peur d'un super-État. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez vous assurer que le Royaume-Uni et l'Union européenne puissent travailler ensemble concernant les problèmes suivants? Parce que, très franchement, l'Union européenne, le Royaume-Uni a besoin de l'Union européenne et l'Union européenne a besoin du Royaume-Uni. Monsieur Corletian. Premièrement, permettez-moi de remercier à tous ceux qui ont pris la parole avec des contributions importantes. Et maintenant, mon commentaire par rapport à ce que M. Boștinaru a parlé, l'OTAN, la PESCO et l'alliance stratégique entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est une question pour tous ceux qui ont pris la parole. J'ai eu une réponse, mais c'est une question posée par les analystes, mais c'est dirigé premièrement à la porte-parole du PPE. Est-ce que vous pensez que cette alliance va être plus relevante dans le futur proche? Ou bien, tenant compte des menaces de la frontière extérieure, quelle est votre vision concernant ce thème? Monsieur Corletian, je vous remercie. Monsieur Obremski, lorsque l'on parle du futur et du pas suivant de l'intégration, je suggère de faire quelque chose que Mme Weber a d'ailleurs attaqué. Qu'est-ce que l'on fait avec le manque de confiance des citoyens? La première question, comment est-ce que l'on peut limiter non nécessairement le processus démocratique à Bruxelles? La Commission européenne a plus d'hommes politiques que des techniciens, donc technocrates. Il faut faire du lobby dans ce sens. La deuxième question, comment l'on peut arrêter le protectionnisme? L'Union européenne devrait être aussi un espace de commerce. Comment est-ce que nous pouvons arriver à un consensus et éliminer le diktat par rapport aux pays plus pauvres? La politique d'austérité en Grèce a été la preuve des problèmes que nous avons eus. Maintenant, Jean-Jacques Flao. Je donne la parole, non? Micro. Je tiens à remercier la présidence roumaine. C'est d'ailleurs sain dans le cadre de l'Union européenne qu'il y ait cette présidence tournante parce que ça met le focus sur chacun des pays l'un après l'autre. Et je crois que c'est positif parce que ça force aussi chacun des pays à faire plus d'Europe pendant le temps de sa présidence. Cela étant, j'ai deux remarques. D'une part, l'état de droit. Je trouve regrettable que l'Union européenne n'ait pas les moyens de lutter pour que l'état de droit soit réellement respecté dans toute une série de pays. Je vise la Pologne, la Hongrie et même, malheureusement, la Roumanie. Deuxièmement, je crois que le déficit que nous ressentons pour l'instant, c'est un déficit que l'Europe n'est pas ressenti par les gens comme étant suffisamment protectrice, notamment vis-à-vis des pays, des grandes puissances qui sont en train de monter. Et je crois que ça mérite de dire. Mais alors, je voudrais aussi m'adresser à M.
B en particulier. Parfois, on critique l'Union européenne, on dit qu'elle ne protège pas suffisamment, mais en même temps, on ne lui donne pas les moyens de mettre en œuvre les politiques qu'elle devrait pouvoir mettre en œuvre. Merci, monsieur. Last question, Becca Natsishvili. Et maintenant, la dernière question, Becca Natsishvili. Peut-être j'ai mal prononcé votre nom. Je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation. Je représente un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais je représente un pays qui a des aspirations d'intégration, de devenir un membre de l'Union européenne. Mais ça ne compte pas si l'on est membre ou non, l'on est dédié à l'Union européenne. Mais la question se pose, quel genre ou quel type de l'Union européenne voulons-nous? Initialement, l'Europe se fondait sur les valeurs de la liberté, de la paix, de la solidarité et du consensus. Mais maintenant, l'Union européenne s'égare de plus en plus de ces valeurs et c'est ça le plus grand problème. Si cela arrive, si jamais cela arrive, l'Union européenne, en tant que projet unique de solidarité, va perdre son attraction dans les yeux des autres pays qui ne sont pas encore des membres de l'Union européenne. Je parle en tant qu'Européen ou je me sens européen. Il faut que nous retournions aux valeurs fondatrices pour l'Union européenne et nous devons être avoir une attitude plus politique au lieu d'avoir des technocrates qui dominent la politique européenne. J'ai une question concernant la crise des réfugiés. Pourquoi l'Union européenne n'investit plus dans les pays où la crise apparaît et dans les pays d'origine des migrants? Et pourquoi l'Union européenne ne parle que des politiques anti-migratoires? Qu'est-ce que l'Union européenne fait pour les migrants qui y sont déjà? Je vous remercie beaucoup. Ce que je vous suggère est la manière suivante. De commencer à répondre aux questions. Monsieur Mureșan, vous voulez prendre la parole? Oui, je vous remercie. J'ai un mot sur l'éducation qui a été mentionné. C'est une compétence nationale et c'est une compétence élargie et il y en a des raisons. Ce que je veux dire, c'est que même si dans ce cadre légal, a beaucoup fait en ce qui concerne l'échange de bonnes pratiques. Considérons les exemples dans d'autres pays, voir ce que nous avons en commun, l'éducation par alternance. Nous avons essayé d'appliquer ce qui est appliqué dans les autres États membres. Et nous avons eu du succès avec Erasmus, par exemple, les opportunités d'échange pour les étudiants, ainsi de suite. Donc, il a beaucoup été fait au sujet des compétences nationales. Au sujet de la transparence, je pense qu'au niveau parlementaire, nous sommes transparents. Chaque débat peut être suivi en ligne et ça reste là. Chaque minute des rencontres des commissions peut être suivie. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est d'être plus près des citoyens pour promouvoir ce que nous faisons. Et c'est ainsi qu'il faut adapter le discours, qu'il soit plus simple, plus interactif, et notamment avec le Conseil, qui est moins transparent. Moi, je serais en faveur de l'organisation de sessions publiques, même avant un débat, qu'il y ait des débats publics. Mais nous avons besoin de votre soutien là, parce que vous, en tant que membre des parlements nationaux,
Vous devez mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il essaye de changer cela. Et quand on parle de l'Europe, dans beaucoup d'États membres, les politiciens que les citoyens regardent, ce sont le Premier ministre et les membres du Parlement national. Et quand on parle de l'avenir de l'Europe, de ce qu'on a discuté ici, vous êtes nos alliés importants. Et pour conclure, la question directe qui m'a été adressée par M. Korletian, merci beaucoup pour votre question. Il m'a demandé si, en cette période pleine de défis, le partenariat ou l'avenir de l'Europe est important. Il a toujours été pertinent et je crois que l'Europe ne pourra être réunie telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe occidentale n'aurait pas pu être libre après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des défis, c'est une période pleine de défis, mais je pense qu'en Chine, en Turquie, qui s'écartent de plus en plus des normes européennes, et surtout que nous sommes là maintenant à Bucarest, l'Europe et les États-Unis doivent coopérer le plus possible. Merci beaucoup, Monsieur Mureşan. Nous n'avons pas vraiment de temps. C'est le temps pour la pause café. Vous aurez tous la chance de répondre. Au sujet de la transparence, c'est un de nos objectifs, c'est une priorité absolue. Nous avons déjà signé la Déclaration internationale pour la transparence. Et nous avons des lobbyistes qui doivent tous faire davantage en vertu des informations. Nous savons que les technocrates de Bruxelles font les lois. Ce sont notamment eux qui font les lois. En ce qui concerne la zone périphérique, en quelque sorte, ça, c'est un problème. L'existence de l'Europe à deux vitesses. Plus d'investissements doivent être faits dans les pays de l'Est de l'Union européenne. Et le nationalisme n'est pas mauvais en tant que tel. Le nationalisme dans le sens de sauver un pays, on ne peut pas l'exclure, mais il faut l'inclure. Il faut trouver des solutions ensemble. Le problème de la migration doit être traité à son origine. Nous sommes des membres de l'OTAN. Ceci a appelé à l'apparition de cette crise. Je ne suis pas d'accord que l'OTAN est un gardien de la paix. Nous sommes tous responsables des guerres d'Iran, d'Afghanistan, d'Irak, d'Afghanistan. Il est de notre devoir à tous de combattre les crises, comme la crise sur l'environnement. Nous devons nous confronter avec les problèmes. Veuillez vous concentrer sur un seul sujet, Monsieur Boștinaru. Merci. Je vais commencer par la question sur l'état de droit. Chers collègues, il ne faut pas oublier les valeurs fondamentales que nous avons. Tout premièrement, la Constitution. Et en vertu de la Constitution, la manière dont les entités de l'État fonctionnent. Ma question à vous sera, en France, avez-vous des protocoles secrets entre les services de renseignement et les autres institutions? Parce que nous souhaitons copier le modèle. Avez-vous un double passage par les cours d'appel? La République ou des procureurs locaux. Et troisièmement, sur la réaction de la gendarmerie roumaine, c'était un sujet discuté au Parlement européen. Je me souviens la manière dans laquelle la gendarmerie roumaine, qui était formée avec l'assistance technique de la France, en général, ancien chef général de la gendarmerie française, ils ont réagi d'une manière légale. Où est la différence entre la gendarmerie française et la gendarmerie roumaine réagissent toujours et aujourd'hui? Si vous avez ça, mais
Je constate simplement qu'au dehors du discours abstrait, il y a aussi une volonté à soit singulariser, soit à produire des bénéfices politiques pour faire portraitiser un pays ou un autre d'une manière qui vous convient. Je crois que, and now I will close with that, we have to stick to what is the basic principles. Je pense que nous devons nous en tenir aux principes démocratiques dans tout pays. Et je dois dire que toutes les lois roumaines, le code civil, le code pénal, ont été inspirés par la France et par le système législatif français. Pourquoi vous ne vérifiez pas la substance des lois et après nous dire ce qu'il est mieux? C'est une continuité. Domnule Lebe. Oui, merci beaucoup. Je partage en partie ce qui vient d'être dit par notre collègue roumain, parce qu'en effet, je crois qu'aucun système, je l'ai dit tout à l'heure, n'est parfait. Et en réalité, l'état de droit doit s'apprécier en fonction des choix démocratiques, de la Constitution, de la législation de chaque pays. Ce n'est pas, encore une fois, les bureaucrates à Bruxelles qui doivent décider ce qui relève de l'état de droit ou non. Et de la même manière, on devrait être beaucoup plus prudent dans les leçons de droits de l'homme qu'on distribue à la terre entière, souvent à géométrie variable d'ailleurs, et qui nous conduit à placer l'Union européenne et le continent européen souvent dans des conflits parfaitement inutiles. L'un de nos collègues a évoqué tout à l'heure la question de la Russie et des relations avec la Russie. La dépendance à l'égard du gaz russe, à hauteur de 14% quand même, devrait nous conduire à beaucoup plus de prudence et d'équilibre dans les relations avec la Russie. La Russie est une grande puissance. Elle défend ses intérêts. Ses intérêts ne sont pas nécessairement les nôtres. Ils ne sont pas d'ailleurs toujours contradictoires non plus. Eh bien, nous devons, dans une relation sereine, équilibrée, défendre nos intérêts. Et il en est d'ailleurs de même avec les États-Unis. Les États-Unis ne doivent pas être dans une position de tutelle à l'égard de l'Europe, comme ça a été très longtemps le cas. Aujourd'hui, Donald Trump défend ce qu'il croit être les intérêts américains. Il a été élu pour ça. Il met en place des protections économiques. À nous d'être capables d'en faire autant. À nous d'être capables de jouer la compétition économique mondiale plutôt que de s'enfermer dans ce vieux modèle du libre-échange total auquel la plupart des peuples aujourd'hui tournent progressivement le dos. C'était un peu la mode des années 90 dont on a vu les effets désastreux, y compris sur notre économie et notre industrie en Europe. Très rapidement, je voudrais évoquer la Grande-Bretagne. Notre collègue britannique a souligné la question centrale qui est finalement quel est le partenariat qu'on veut demain. Moi, je ne veux pas pour mon pays la sortie de l'Union européenne. Je pense qu'il faut la réformer de fond en comble à l'intérieur. Mais je ne suis pas pour le Frexit, je ne suis pas pour que la France quitte l'Europe. Mais en revanche, je respecte le choix britannique. Il faut évidemment avoir un partenariat économique fort. Ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas placé dans les négociations entre Bruxelles et Theresa May la question qui est qu'est-ce que la Grande-Bretagne veut en termes de partenariat économique. Il y avait la question centrale et délicate de la frontière irlandaise. Elle aurait dû être un préalable aux négociations. Au lieu de ça, on l'a rejeté à la fin et le résultat, c'est qu'on arrive à une situation de blocage. Mais je crois que ce blocage est en partie voulu parce que Theresa May et Michel Barnier, qui ont négocié le texte entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, en réalité, étaient l'un et l'autre opposés au Brexit. Et ils ont tout fait dans le texte qui a été négocié pour, en pratique, maintenir le Royaume-Uni dans tous les dispositifs existants de l'Europe, dans tous les dispositifs existants de l'Union européenne, avec la même contribution financière au moins jusqu'en 2022, mais sans plus aucune voix au chapitre, c'est-à-dire sans siège à la Commission, sans siège au Conseil et sans représentation au Parlement. Et enfin, pour conclure, j'évoquerai la question de notre collègue belge. Vous dites que les citoyens ont le sentiment que l'Europe ne les protège pas. Mais mon cher collègue, ce n'est pas un sentiment. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est qu'il faut une Europe de protection. Et aujourd'hui, l'Union européenne est un espace grand ouvert. Et ce modèle-là, il est imité nulle part ailleurs sur la planète. Et si on veut... On a abaissé les protections économiques, notamment douanières, à l'échelle nationale. Ça nécessiterait d'en mettre à l'échelle continentale. Ça n'a pas été fait parce que beaucoup, dans ceux qui défendent le fédéralisme européen, le conçoivent davantage comme une étape vers le village global et le mondialisme total que comme une volonté réelle de faire peser sur la scène mondiale une Europe de la puissance et de l'indépendance. Thank you very much. I think we should have started with... On aurait dû commencer avec ce débat et pas avoir d'autres interventions. J'ai juste un commentaire.
au sujet de l'éducation. Si 65% des jeunes, des enfants aujourd'hui vont travailler dans des postes qui n'existent pas maintenant, c'est nécessaire de changer le paradigme de l'éducation. Nous avons besoin d'une approche pan-européenne concernant la manière dont on va enseigner ces enfants. Oui, je connais, c'est fondé sur la subsidiarité, mais c'est une idée erronée que l'on devrait modifier tout entièrement. Donc, concernant la subsidiarité, nous sommes allés à la Cour de la justice européenne à cause de la manque de transparence du Conseil. Mais cela va de même avec la Commission européenne. Tout d'un coup, depuis le matin jusqu'au soir, le chef de cabinet de M. Juncker devient chef dans le Parlement et nous avons des rapports de l'Ombudsman. Donc, la transparence, c'est quelque chose dont on a besoin. Et encore une chose sur l'état de droit. Depuis 2010, le groupe ALDE du Parlement européen a demandé un mécanisme objectif qui puisse évaluer chaque État membre à un moment donné. Il n'y en a pas. Nous ne l'avons pas, c'est 2019. Et en Allemagne, ils font la campagne concernant l'élimination des éléments subjectifs et l'introduction des éléments objectifs. La semaine passée, nous avons voté une résolution concernant la Malte. Et c'est là que j'ai appris qu'à Malte, c'est le Premier ministre qui nomme les juges. Et j'ai appris que le procureur général est le conseiller principal du Premier ministre. Mais personne n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant. Donc, il faut mettre fin à double standard et il faut y avoir des mécanismes objectifs d'évaluation dans le cas de Mme Kövesi, c'est un procureur indépendant. La décision du procureur indépendant sera révisée par un juge. Donc, ce n'est pas le gouvernement roman qui décide, qui tranche sur ces questions. Vraiment, combien de fois est-ce que vous avez vu dans le Parlement européen, vous avez demandé à un pays de faire une enquête? Je ne sais rien sur ce dossier. Normalement, c'est confidentiel, mais il y a en Roumanie les mécanismes de l'état de droit. Et n'oubliez pas, lorsque l'on parle des valeurs fondamentales, et je suis très heureuse que l'Union européenne soit fondée sur ces valeurs, l'état de droit, le respect des droits fondamentaux et la démocratie. Merci. Merci, Madame Weber, Monsieur Eickhout. Oui, bien des choses puissent être dites et je vais être très court sur l'état de droit. La Commission de Venise a fait une évaluation indépendante et objective sur la Roumanie et il faut que vous me disiez si vous avez mis en œuvre toutes ces recommandations. Concernant la transparence, la manque de transparence, notre collègue de Lettonie, M. Dumbrava, a dit que le nationalisme a fait des choses mauvaises et en même temps, vous avez critiqué la décision de Gazprom. Vous avez voulu une décision plus forte de l'Union européenne parce que vous ne pouvez pas vous plaindre de la décision européenne concernant le Gazprom. Le collègue polonais, il se plaint de Bruxelles, mais il veut la liberté de service. C'est un débat politique qui se tient à Bruxelles. Donc, vous ne pouvez pas être contre le Bruxelles et attendre plus de Bruxelles. C'est ça le problème des nationalistes. Ils attendent de l'Union européenne qu'elle fasse plus, alors ils se plaignent. Et juste un point pour les Britanniques.
Les Britanniques ont toujours pensé que l'Europe n'était qu'un supermarché. C'est ça le problème. Les Britanniques n'ont jamais été dit que l'Union européenne était plus qu'un supermarché. C'est une union des valeurs où des affaires sociales se débattent. Et si les politiciens britanniques ne sont pas honnêtes avec tout cela, voici le résultat. Et un dernier point sur la politique de cohésion. Je m'adresse aux collègues nationalistes parce que je vois que le débat continue. Un collègue néerlandais parle de la transparence, je le soutiens. Nous voulons plus de transparence du Parlement européen et il n'y a pas d'amélioration concernant le trialogue. Mais au même instant, le gouvernement néerlandais ask moins d'argent de l'Union européenne. Alors la réaction sera oui, je tiens mon argent pour l'agriculture ou mon argent pour la cohésion et toute réforme cruciale ne va pas se passer. Donc, allez vous battre pour la modernisation du budget européen pour que la politique de cohésion puisse être orientée vers le futur et pour que nous savions où l'argent arrive. Si nous sommes bien d'accord avec tout cela, l'on pourrait peut-être avoir un accord signé sur le cadre financier